Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actu et ce soir nous recevrons la direction du SMGEAG, donc le syndicat de gestion de l'eau de Guadeloupe qui effectivement a une assez bonne nouvelle à annoncer notamment aux usagers de la CASGC, donc le territoire sud-Basse-Terre, mais aussi la commune de Sainte-Rose en particulier. Vous aurez cette très bonne nouvelle après la coupure pub de 19, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mercredi 5 avril 2023 et à l'heure où la Haute Autorité de Santé recommande de supprimer l'obligation vaccinale des personnels de santé, le tribunal administratif de Guadeloupe rejette 16 demandes de réintégration et d'indemnisation. Le tribunal considère que le centre hospitalier était à la date du 29 juin 2022 tenu de refuser la réintégration des personnes ne satisfaisant pas aux conditions fixées par la loi, sans abrogation, pas de retour des soignants suspendus à leur poste et le gouvernement ne semble pas pressé d'y remédier. Une situation qui irrite particulièrement les syndicats. On se rend sur le BICACH. Ça un peu des autres, qui sont un problème que nous avons posé depuis tantôt et que nous avons là qui d'actualité. Parce que nous toujours dit monde que nous d'accord pour nous réintégrer, c'est pour ça que nous avons gommé, mais nous pouvons réintégrer dans n'importe quelle façon. Donc c'est pour ça que nous semblons, tout le monde en nous, je dis là, mais nous toujours assemblés aussi problématique là ça, c'est pour nous débattre, c'est pour nous savoir que nous demander tous ces patrons-là, qui sont dans les publics, qui sont dans les privés, nous demander au contraire pour nous discuter avec eux des conditions de réintégration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, ils font un décret, puis ils peuvent dire que les gens peuvent reprendre le travail, mais nous ne pouvons pas courir reprendre le travail du jour au lendemain, comme si tout le était normal. Nous avons rappelé les autres, ça fait 18 mois que les gens ne pas travailler. Les gens perdent case, les gens perdent voiture, les gens ont des problèmes en couple, problème avec les gens qui ont fait études. Donc automatiquement, il faut retrouver en condition, en tête à eau déjà, et en condition financière aussi, qui va permettre vous de monter tous les jours, matin et soir, à don travail. Donc là, ça fait une gymnastique, mais pas de nous raison. Pourquoi? La réintégration imminente est pratiquement obligatoire, puisque là, ça reste une recommandation qu'on l'a prévoir. Rappelez que l'article 12, à la loi du 5 août 2021, qui constitue l'obligation vaccinale, qui dit comme ça, si pas d'épidémie, mandez la HAS à vieille. Et la HAS qui est à vieille, le gouvernement qui prend un décret pour retirer l'obligation vaccinale. Nous avons dans cette situation là, ça. La HAS prononcée le 30. La HAS dit qu'on ne sait effectivement pas ni épidémie encore, c'est une grippe, c'est bronchiolite, c'est même bien. Et on quand même dit dans tous les établissements, ça fait port de masque. Si on pas demander mon passe vaccinal pour entrer à l'hôpital, on a dit même si on est Covid, à part aussi de manquer au parti ni signe, venir travailler. Il n'y a pas de décision de nous refus de réintégration qui est opposé nous. Et opposé nous, on refuse d'annulation en lettre directe là, voyez-moi nous. Donc ça n'a pas de sens, c'est une décision politique tout simplement. Et c'est pour ça que nous bien dit. Nous avons 190 dossiers en cours. C'est le même motif là pour le CHU. 190. Nous déposons 16 de vite. Évidemment, nous avons un appel. Mais nous avons 150 nous avons déposé la semaine prochaine. Nous avons fait. Parce que le tôt ou tard, il faut bouer à ces conséquences. Il faut bouer à ces caractères illégaux et de déni de droit que nous avons opposé nous. Mais bien évidemment, vous savez que nous savons comme c'est gagner du temps. Un reportage signé Michel Depape. Et on ne tardera pas aussi à vous montrer, d'ailleurs en parlant du CHU, des nouvelles cartes d'accès à l'hôpital pour les personnels soignants, où il y a effectivement une espèce de petit badge vert, on va dire, une petite pastille verte qui confirme effectivement que vous êtes à jour de vos vaccinations pour le Covid. Je vous mettrai ça notamment aussi sur les réseaux. Et les étudiants initiateurs du jardin Ishali passent le flambeau. L'Ishali est l'ancêtre du jardin créole cultivé par les Amérindiens et remis au goût du jour à l'Université des Antilles. Un projet parrainé par le docteur Henri Joseph qui entend reconnecter les nouvelles générations à la terre. Le reportage. Donc c'est un projet sur la création d'un jardin Ishali, qui est un mot caraïbe qui va tout à fait dans le sens de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire cette transmission du jardin créole. Ce jardin créole a vu le jour de par un projet qu'on a eu en cours de politique de la biodiversité. Nous étions là tous les samedis, nous avons récupéré des plants, nous avons demandé à des collègues, à d'autres étudiants de nous aider et du coup ça a donné ce jardin. Les jeunes, c'est vrai, ils sont
très connectés du point de vue numérique, mais ils sont déconnectés de la nature. Et l'objectif, c'était de les reconnecter à travers Sakitani et à travers le jardin Bocase. Moi, ça m'a permis de me rapprocher en fait de la terre et de la culture. C'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience de la chance qu'on a d'avoir en fait à notre portée des plantes qui peuvent nous soigner, à manger en fait en cas de nécessité, et de prendre conscience de la chance qu'on a. Comme je suis issu de Marie-Galante et que j'ai toujours été éduqué dans ce principe du jardin créole, du partage, donc pour moi, il semble nécessaire pour les étudiants d'avoir mis en commun ce jardin et de pouvoir continuer ce projet. C'est vrai que ça fait toujours un petit pincement au cœur, hein. C'est comme un petit bébé qu'on a porté pendant 1 an quand même. On a eu beaucoup d'aide, on a eu le docteur Henri-Joseph qui était là, qui nous a accompagnés, donc on a créé du lien. On ne sait pas forcément comment les autres vont s'en occuper, mais on a confiance de toutes les façons. Ils sont en sciences politiques aussi, on sait qu'ils sont bien entourés, bien encadrés et qu'ils prendront conscience comme nous. Ça me paraît assez en adéquation avec ce que je veux continuer de faire et mes projets futurs. Et ça permet de mettre en place une nouvelle vision du développement, non pas basée sur l'urbanisation de la Guadeloupe, mais plutôt sur un retour aux sources avec un monde rural et bien développé. Un reportage signé Solène Fèvre. La municipalité de Trois-Rivières, elle vote son budget à l'unanimité, mais sans la présence de l'opposition. Et pour 2023, 19 millions d'euros sont engagés, dont 13 pour le fonctionnement et 6 pour l'investissement. On fait le point avec le maire Jean-Louis Francisque. Nous avons donc voté ce compte administratif de la ville de Trois-Rivières pour l'année 2022. Un compte administratif positif, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Donc nous sommes très satisfaits. Nous démontrons à notre population que oui, nous sommes en capacité de bien vouloir gérer. De gérer, oui, mais de pouvoir aussi assurer des investissements. Donc satisfaits de ces opérations aujourd'hui, où avec la majorité municipale, nous sommes venus prendre connaissance de ces données financières suite à la présentation du compte de gestion par le trésorier payeur. Donc nous étions là aussi très satisfaits de voir que les chiffres de Trois-Rivières sont acceptables, sont corrects et nous permettent de pouvoir envisager de véritables investissements. Donc sur notre budget 2023, c'est un budget de près de 19 millions, près de 13 millions en fonctionnement, 6 000 en investissement, avec des opérations très intéressantes que nous allons pouvoir mettre en œuvre au profit de la population de Trois-Rivières. Nous sommes toujours accompagnés et nous remercions toujours les collectivités, que ce soit M. Harry Chalus, président de région, qui nous accompagne dans le cadre de nos opérations, le président du département, M. Guy Losbar aussi, voilà, ce sont des collectivités qui sont aux côtés de Trois-Rivières et ils nous permettent de pouvoir répondre aux besoins de notre population. Position qui fait le choix de la chaise vide, c'est un choix. Nous voulons dire à Trois-Rivières qu'elle ne s'est pas trompée. L'équipe municipale en place démontre une certaine responsabilité dans l'action. Elle maîtrise ces éléments financiers pour lui permettre de produire tout cela en investissement. L'opposition, elle est égale à elle-même. Quand elle vient, peut-être ne partage pas un certain nombre de choses. Néanmoins, nous constatons que c'est une chaise vide et Trois-Rivières peut continuer à nous faire confiance. Nous serons aux côtés de notre population en transparence et humilité. Un reportage signé Olivier Félix. La ville de Gourbert, elle lance la première application mobile d'une municipalité en Guadeloupe. Agenda, services communaux, commerce, sites touristiques, traces de randonnée, numéros utiles et bien d'autres infos sont disponibles en quelques clics. Le reste en images. Voulu quand même inaugurer par cette application Gourbert Active qui permet d'avoir dans la poche toutes les activités sur le territoire de Gourbert, toutes les compétences réunies de Gourbert, mais aussi de la communauté d'agglomération, de savoir ce que se fait en matière d'éducation, de transport, eau, assainissement, santé, voilà, donc tous les services de proximité au niveau des inscriptions scolaires, les inscriptions pour la restauration scolaire, donc tout le quotidien des personnes. Et l'objectif pour nous, c'est se rapprocher
par le numérique, la dématérialisation de nos concitoyens. De plus en plus, les gens consultent à distance. Ça touche ceux qui sont moins réfractaires au numérique, mais ça permet aussi progressivement d'assurer une certaine égalité en termes d'information. C'est un support de plus qui ne modifie pas les modes classiques d'information, mais ça donne de la liberté. Sur cette application, donc, on peut trouver des actualités qui sont diffusées en temps réel à la population. On peut trouver des événements également. On trouve le signalement, qui est une fonctionnalité très importante qui permet aux citoyens de signaler tout ce qui se passe sur le territoire, au niveau de l'eau, au niveau de la gestion des déchets, au niveau des problèmes électriques, etc. Peu importe la nature du problème sur le territoire, le citoyen peut signaler en temps réel avec une adresse qui est géolocalisée, des photos à l'appui. On trouve l'ensemble des acteurs du territoire dans tous les domaines, donc la santé, le commerce, les associations, etc. Donc on trouve les hébergements touristiques également, les traces touristiques du territoire, les sites touristiques. Donc beaucoup d'informations. C'est une application qui a 35 fonctionnalités et on utilise à peu près une vingtaine pour le moment. Et on se rend au local de l'association Liennage Bocanta Josabim pour un atelier sculpture et poterie ouvert aux petits comme aux grands. L'association, c'est une association de cours d'art plastique. On donne des cours de poterie, de sculpture sur bois et de dessin et peinture. Et à tout public. En fait, on travaille avec des enfants, des adultes, avec des centres de formation, enfin avec un peu tout le monde, et les quartiers. Aujourd'hui, c'est des stages. Nous proposons des stages aussi. Et là, en ce moment, aujourd'hui, ce sont des enfants qui sont en train d'apprendre l'initiation, c'est l'initiation à la sculpture sur bois. En leur expliquant un petit peu les étapes, les différentes étapes, en passant par un dessin et ensuite après les outils, comment utiliser les outils et puis l'affûtage, toutes les différentes parties, les différentes étapes pour pouvoir réaliser une sculpture. Alors là, je suis en train de travailler sur la conception d'un personnage pour ensuite le proposer à un stage adulte ou peut-être stage enfant aussi, pourquoi pas. Alors c'est une passion parce que je fais ça depuis très longtemps. J'ai commencé, j'avais 14 ans. 14 ans. Et voilà, j'ai toujours travaillé l'argile depuis tout ce temps jusqu'à maintenant. Ça permet de s'exprimer et voilà, de s'évader. Et on est concentré sur ce qu'on fait et finalement on oublie tout le reste. Donc c'est ce qui est intéressant, surtout dans l'art en général, c'est toujours un peu ce qui se passe. Et beaucoup de gens, de stagiaires ou des personnes qui viennent en cours disent ça, voilà, ils ne pensent plus à rien, ils oublient leur travail, leurs soucis, c'est génial pour ça. Absolument, c'est une manière pour moi de transmettre et de montrer aux enfants qu'est-ce qu'on peut faire avec leurs mains, en étant manuel, par le portable, voilà, c'est surtout ça. N'est-il pas ? Et on part maintenant pour le comité de pilotage du plan local pour l'insertion et l'emploi du Nord Grande Terre. Oui, c'est une très belle séance de travail dans le cadre de l'insertion. Donc avec tous nos partenaires institutionnels, le sous-préfet est présent, la région est présente, le département est présent. Et puis nos partenaires de Pôle emploi, de la CAF, de la mission locale. Donc c'est une séance qui nous a permis de toucher du doigt les problématiques de l'insertion de l'emploi. Et puis vous savez aussi que c'est une séance qui nous a permis d'évaluer aussi les travaux que le pli du Nord Grande Terre accomplit avec sérieux, avec obstination. Et puis les résultats sont là dans le cadre de l'intégration et de l'insertion des jeunes sur le territoire du Nord Grande Terre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le pli Nord Grande Terre est exemplaire en Guadeloupe. On aimerait l'avoir sur tous les territoires. Le partenariat déjà qui est fait avec l'ensemble des collectivités de Nord Grande Terre, les services de l'État, du département, de la région, les partenaires économiques et sociaux du territoire. Et donc ce travail de fond, dans la continuité et dans la durée, produit tous ces effets comme vous l'avez vu aujourd'hui. Il fallait finaliser les choses avec la mission locale. Et donc c'est un partenaire supplémentaire qui vient s'ajouter à cette action
pour l'insertion des Nord-Grand-Terriens, de la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre. Et donc, nous donnons les moyens, en tout cas, d'apporter des réponses et de pouvoir permettre à ces derniers, tous ceux qui sont en tout cas dans la démarche d'insertion, de pouvoir s'insérer. Et à travers l'exposition qui a été faite sur le bilan des actions du pli Nord-Grand-Terre, c'est une fierté, je dirais. Et comme on l'a dit, souvent on entend parler de ce qui ne se fait pas, mais l'important aussi, de mettre en avant les choses qui fonctionnent pour que tous ceux qui s'adonnent à ce que cela fonctionne puissent continuer. Et en disant ça, je pense particulièrement aux agents qui se donnent les moyens, qui travaillent pour leur salaire et qui accompagnent ceux qui sont dans la difficulté. Et bien sûr, nous les élus, on dira qu'on est dans la logique de notre mission et de notre implication politique. De retour sur le plateau, je reçois le maire de la Désirade, monsieur Loïc Tonton. Bonsoir, monsieur Tonton. Bonsoir, Canal 10. Bonsoir à toute la Guadeloupe. Alors, après 4 années d'absence, la fête à Cabrit revient, effectivement, très prochainement pour les vacances de Pâques, justement. Mais avant de parler des célébrations, j'aimerais quand même faire un point par rapport à votre territoire qui connaît la double insularité, voir effectivement si les choses s'arrangent un petit peu. On parlait tout à l'heure d'un point de vue médical, vous aviez des problèmes justement à recruter des médecins, à faire venir des médecins sur le territoire. Est-ce que vous avez trouvé des solutions depuis? Alors c'est vrai, depuis l'année dernière, depuis 1 an et quelques mois d'ailleurs, nous nous battons tous les jours quasiment pour pouvoir avoir un médecin sur l'île de la Désirade avec l'ARS, avec le conseil départemental, même avec la région, la CARL, toutes les institutions sont de notre côté. Et c'est vrai que le côté libéral complique un peu les choses, puisqu'on ne peut pas forcer une personne de venir en étant libéral. Il faut vraiment qu'elle souhaite venir sur le territoire. Et c'est là où ça peut être très compliqué. Donc c'est vrai que nous, collectivités municipales, on met en place, on fait des propositions pour pouvoir permettre à cette personne de venir sur la Désirade. Vous faites quand même des offres avantageuses, il y a quand même beaucoup d'avantages. En fait, au moins déjà un logement, puisque nous ne pouvons pas forcément aller plus, mais au moins un logement, faire en sorte de pouvoir inciter cette personne à accepter de venir sur la Désirade. Mais je dois quand même rappeler que nous avons, même si c'est très peu, il faut quand même le souligner, que nous avons pu mettre également, par le biais d'une structure privée, notamment à l'eau médicale, 2 jours de permanence par semaine. Alors c'est vrai que nous sommes conscients que ce n'est pas suffisant, nous sommes conscients, donc c'est pour ça que nous continuons à travailler là-dessus, mais en tout cas ça me permet quand même de pouvoir atténuer le manque de médecins qui était quasiment nul sur le territoire. Alors justement, l'offre médicale nous emmène directement au problème de transport. Alors, double insularité, vous avez effectivement le transport maritime, mais bon, avec les sargasses, ça peut poser problème. En tout cas, pendant une longue période, 1 fois par an, vous avez ce souci-là depuis plus d'1 décennie. Vous avez réouvert une piste de façon à pouvoir faire des acheminements par voie aérienne. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Est-ce qu'il ne faut pas une solution pérenne pour le port de la Désirade, déjà dans un premier temps, éviter ce problème de sargasse définitivement, et voir comment effectivement les familles qui n'ont pas de moyens pourraient utiliser aussi le transport aérien? Alors vous avez tout à fait raison. L'idéal, c'est de faire en sorte que notre port soit protégé. Je le dis souvent, nous sommes très particuliers et c'est vrai que j'ai une pensée également pour les Désirades, mais surtout pour les îles du Sud, de manière générale, puisque c'est les mêmes problématiques. C'est un port. Qui dit un port, dit une porte d'entrée et une porte de sortie, en quelque sorte. Donc il faudrait que cette porte soit bien entretenue, soit protégée. Aujourd'hui, je dois quand même souligner que le conseil départemental est à nos côtés. Ils font les efforts qu'il faut et je dois quand même remercier le président Losbar d'être à nos côtés. C'est vrai que les sargasses, depuis 12 années, nous apportent beaucoup de problématiques à la Désirade, à la Guadeloupe de façon générale, mais surtout à la Désirade, puisque c'est vrai, des fois, ça bloque le port. Nous n'avons pas une période de sargasses, nous avons aujourd'hui toute une année de sargasses. Donc c'est vrai qu'il est plus qu'important de pouvoir trouver des solutions, et d'ailleurs c'est pour cela que, pas plus tard que ce matin, nous avons un conseil portuaire avec le conseil départemental, donc c'est le conseil qui régit plus ou moins les ports. Là, en l'occurrence, c'était celui de Désirade, avec ma collègue Sabrina Robin, qui est également conseillère départementale de la Guadeloupe. Nous avons une restitution d'études concernant les barrages déviants du port de la Désirade, en ce qui me concerne, qui était très concluante, puisque je suis très content pour ce qui a été remis en termes d'études. Donc il y a également des actions à mener pour pouvoir au moins montrer à notre population que nous avons vraiment envie de solutionner cette problématique. En tout cas, moi,
ça me tient très à cœur avec l'équipe autour de moi que nous puissions résoudre ce problème une bonne fois pour toutes, puisque je le répète, ça dure depuis 12 ans, 12 ans, pardonnez-moi, et il faut vraiment aujourd'hui que nous trouvons une solution. Mais il ne faut plus rester dans cette situation. Ça passe malheureusement par les autorisations. Ça passe. Qu'est-ce qui prend autant de temps, puisque vous avez déjà abordé cette question-là à plusieurs reprises, puisque ça pose de sérieuses difficultés à votre territoire. Qu'est-ce qui prend autant de temps? Alors c'est vrai que la question des autorisations prend énormément de temps. Puisqu'aujourd'hui, avoir une autorisation, mais je veux dire, au-delà des autorisations, il faut savoir que mettre en place des barrages, ça coûte excessivement cher. Aujourd'hui, une commune ne peut pas mettre en place des barrages et entretenir. Je peux donner des chiffres, par exemple, normalement, 100 mètres, c'est 100 000 euros. Vous voyez, l'entretien sur un kilomètre, c'est 500 000 euros sur l'entretien par année. Donc, ça serait mettre en difficulté les collectivités. Donc, aujourd'hui, il est important d'entendre et que tout le monde entende. Et je dois comme saluer aujourd'hui que tout le monde commence à rentrer dans la branche, et notamment l'État, d'une part, aider les collectivités, et d'autre part, faire de l'action sur le terrain. Donc, parce que le financement doit passer par eux dans tous les cas, vous n'avez pas de recettes. Et d'ailleurs, c'est bien pour cela qu'on a suivi les actualités, notamment la création du GIP, le nouveau groupement d'intérêt public. Est-ce que vous pensez que ça portera ses fruits, ce nouveau groupement? Obligatoirement, puisque justement, pour avoir l'État à nos côtés, il fallait également le GIP. C'est obligatoire, puisque nous savons très bien que l'État ne peut pas apporter des financements dans un SMO. Un syndicat ouvert, mix ouvert. Donc il a fallu avoir le GIP. Donc ce qui montre également que l'État est à nos côtés, l'État à côté de la Guadeloupe, et l'État a vraiment envie aujourd'hui de faire les choses, et je dois le saluer. Et en parallèle, n'oublions pas qu'il y a le côté action sur le territoire, sur l'eau en l'occurrence, pour protéger les ports, protéger les rives, les bords de mer, mais également, pas oublier que les collectivités municipales aujourd'hui qui ramassent surtout le littoral, doivent être aidés. Et ça commence à être le cas, puisque l'année dernière, nous avons été aidés entre 50 et 80%. Je ne peux que le saluer. 50-80%, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça ne grève pas, on parlait de gréver, de trop gréver justement les budgets des collectivités? Bien sûr, moi ce que je demande, c'est 100%. Est-ce que c'est négociable, ça? Si, c'est négociable. C'est négociable, enfin, c'est discutable en tout cas. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le budget qui est alloué au Sargasses impacte le budget qui est alloué à l'animation, impacte le budget qui est alloué aux voiries, qui impacte tout le budget, en l'occurrence, de la collectivité. Donc c'est vrai que moins on impacte une collectivité sur les Sargasses, mieux on peut accompagner notre population sur les différents secteurs. Donc il faudrait que le SMO prenne toute la responsabilité de la gestion des Sargasses, et comme ça les communes pourraient justement se délester un peu. Déjà à nos côtés, si nous avons l'État, ce qui commence à être le cas, et je le répète. Est-ce que les financements arrivent? Ça arrive, oui, ça arrive. D'ailleurs, c'est pour ça que je le salue. Donc je pense que nous sommes dans une période où les choses commencent à se faire véritablement. Et comme je le dis souvent, aujourd'hui nous avons une population qui a besoin d'action, qui a besoin de voir les choses, et c'est ce que nous disons aussi, nous élus. Nous avons besoin de faire les choses, donc je pense que l'année 2023 sera une année qui restera dans les mémoires, je pense. Sur quel projet porteur vous travaillez en ce moment? Dans beaucoup de projets. Je rappelle que nous avons la mairie de la Désirade qui est en cours de travaux. Alors avant d'arriver sur ces projets, il faut quand même rappeler que nous avons eu toute la départementale qui est en travaux, puisque nous avons une départementalité complètement abîmée. Et d'ailleurs, encore une fois, je remercie le conseil départemental d'avoir été à nos côtés. Toute la départementale a été faite. Aujourd'hui, nous sommes en train d'arriver sur les ponts, donc les ouvrages hydrauliques, puisque nous avons également des ouvrages qui sont très âgés, donc ils doivent être remplacés. Donc ça montre déjà que le conseil départemental est à nos côtés. Nous avons la mairie de la Désirade qui est en cours, et je pense que d'ici le mois d'août, je dirais, nous pourrons, la population, les élus, la population pourront avoir leur mairie. Nous avons l'école des garçons qui est également en cours, la maison de quartier, et très bientôt, j'espère au moins début 2024, l'école Louis-Adrien-Thionville, qui sera un groupement scolaire et qui va pouvoir recueillir l'élémentaire et la maternelle de la Désirade. Pas de fermeture de classe en perspective sur la Désirade? Non, pas du tout, puisque nous avons eu, depuis le Covid, 2 ouvertures de classe. Donc, vous n'avez pas ce genre de problème sur votre territoire? Non, je dois tout de même saluer le fait que nous avons eu une démographie positive de nos élèves à l'élémentaire. Donc ça montre aussi que l'équipe municipale est au travail, que nous avons des jeunes qui sont partis, qui ont été prendre de l'expérience, qui ont été voir autre chose, et qui sont en train de retourner avec les enfants, avec de la compétence, de l'expérience, et ça fait qu'aujourd'hui nous avons une démographie positive au niveau des écoles. Oui. Entendons-nous bien.
C'est déjà pas mal. Très bien. C'est déjà un bon point. Et des familles qui pourront célébrer justement la fête à Cabrit, qui fait son grand retour. Vous étiez en poste depuis 2009, donc toute la période Covid, il n'y a pas eu trop de festivités sur votre territoire. Donc là, ce sera l'occasion de décompresser. Alors, qu'est-ce qui se passera justement du 6 au 9 avril prochain? Alors, c'est vrai qu'il est important de rappeler que ça fait 4 ans. 4 ans que nous attendons cette fête à Cabrit. Comme tout le monde, nous avons été impactés par le Covid. Et c'est vrai que je suis heureux, avec l'équipe municipale, d'annoncer cela à la population, puisque au-delà du côté valorisation du secteur caproin, c'est également le domaine économique qui est en train de voir arriver un souffle très positif. Donc nous devons en être très contents. Je le rappelle aujourd'hui, cette année, c'est surtout... Et pour moi, ça a été une volonté avec l'équipe que nous puissions toucher à tous les secteurs d'activité de l'île. Profiter de cette fête à Cabrit, bien évidemment, mettre en valeur ce qui est le but premier, le thème premier, le cabri, le caprin, donc tout ce qui est culinaire, métier de bouche, la restauration à côté, mais c'est également de mettre également en valeur ou de permettre à tous les secteurs de prendre part de cette festivité, et notamment la pêche, où nous avons proposé au public des petites compétitions avec les enfants, enfin un concours de pêche avec les enfants, également un concours de pêche avec les grands, qui permettrait également de pouvoir mettre à disposition de nos visiteurs du poisson acheté. Donc de bonnes choses à manger, exactement. Des activités en famille et la fête. Surtout la fête, on voit qu'il y a un gros plateau artistique. Il y a un beau plateau, et c'est vrai que nous avons tenu à ce que la fête à Cabrit reste dans cette même directive, puisque nous ne pouvons pas non plus descendre cette fête. Donc nous continuerons d'ailleurs à aller sur cette dynamique et offrir à notre population aussi avant tout, mais également à nos visiteurs, un beau plateau d'artistes qui permet de tout un chacun de trouver ce qu'ils aiment en réalité, puisque vous voyez très bien que pour vendredi, nous avons pour vendredi saint le côté gospel. Un peu plus soft, oui. Gospel, un peu soft, très soft, qui reste un peu dans le thème de la journée, ou du moins nos amis religieux qui pourront mieux se retrouver. Et également le samedi, plus jeune, zouk, jeune, triple K par exemple, des trucs comme ça. Et le dimanche, qui est également très attendu avec le groupe Kai, Dynasties. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui en a vraiment voulu toucher à tous les tranches d'âge. Faire plaisir à tout le monde. Voilà. En plus, tout est gratuit. Pour cette année. Donc l'année prochaine, on reviendra quand même avec des offres tarifées. Là, c'est vraiment cadeau pour la population. Je ne vais pas m'avancer, mais en tout cas, je vais surtout rappeler que nous n'avons pas forcément prévu d'organiser la FAC cette année, puisque nous nous sommes dit, bon, certainement comme chaque année, nous aurons le Covid qui viendra s'en mêler et nous embêter un petit peu. Et heureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, je dirais en 35 jours, on a pu rassembler les fonds, rassembler les acteurs, faire en sorte que ça se fasse. Et c'est vrai, au-delà de la manifestation, c'est un vrai défi. Et je dois quand même saluer la réactivité des institutions qui nous ont accompagnés, des entreprises également qui ont bien voulu prendre part de la manifestation. Et ça a été très rapide. Donc je peux que saluer cette dynamique autour de la FAC, puisque ça montre que la conscience de l'intérêt de la FAC, elle est au-delà des frontières de la Désirade. Donc le rendez-vous est donné du 6 au 9 avril prochain sur la plage de Fifi à Beau Séjour à la Désirade. Ce sera le week-end de la fête à Cabrit à l'occasion effectivement de ces vacances de Pâques. Et tout est gratuit pour cette année. En tout cas, merci beaucoup. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Bon, après, la nourriture, bon, il faudra quand même participer pour lancer l'économie de l'île. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu sur ce plateau et pour ce petit bilan improvisé, puisque ce n'était pas au programme. Merci encore. Merci. Et la ville de Sainte-Anne, elle, organise le Pâques à Timoun. Plus de précisions dans le reportage. Nous sommes au centre culturel de la ville de Sainte-Anne et plus précisément là où la bibliothèque municipale multimédia aux Anges Tchalisgan a déménagé depuis bientôt 1 an. C'est vrai que depuis au mois de mars dernier, la bibliothèque, le bâtiment même, il est fermé pour travaux et donc nous avons installé la bibliothèque ici afin de continuer bien sûr les activités parce que la bibliothèque c'est avant tout pour la lecture publique
mais nous créons aussi des animations. Alors aujourd'hui, nous avons Pakatimoun, c'est des vacances. Une animation a été créée avec l'ensemble de l'équipe de la bibliothèque pour pouvoir mettre en avant, bien entendu, des activités pour les enfants autour de Pâques, entre le crabe, entre comment on fait le crabe, d'où sort le crabe, entre les créations des activités manuelles. On a eu aussi la lecture de contes. Bien entendu, ce sont les moments préférés des enfants. Et maintenant, c'est la partie coloriage. Et c'est vrai que les enfants sont très enthousiastes. Alors, ce n'est pas seulement pour les enfants. Il faut savoir aussi que lorsque nous attendons les enfants, ils sont accompagnés de leurs parents. Nous mettons en place aussi des ateliers pour les parents. Et comme vous voyez, très fréquentés, très assidus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants, ils sont contents. Et en collaboration avec la ville de Morne-à-l'Eau, notre terre du crabe, l'Université des métiers organise le concours des bocaux d'or. Les chefs avaient pour mission de sublimer le crabe, le mets par excellence pour cette période de Pâques. C'est aussi le mets de saison, puisqu'il y en a plein qui traînent partout. Et en tout cas, félicitations à Dave Pakiri qui prend la première place avec sa déclinaison de crabe en 3 services. Le reportage. Vous savez que nous sommes pendant les fêtes de Pâques et les Guadeloupéens aiment bien le crabe. Et donc, nous avons pensé qu'il fallait mettre le crabe en évidence en collaboration avec la fête du crabe qui se fait à Morne-à-l'Eau. Et donc, ici, il y a aujourd'hui un concours où des cuisiniers confirmés se confrontent en innovation, en proposition, et ils seront jugés par des chefs cuisiniers. Notre chef local, M. Emmanuel, va vous décrire un peu la méthode du concours. Mais en fait, l'idée, c'est de mettre les cuisiniers, nos chefs, en valeur. C'est-à-dire que nous avons de vrais chefs avec un vrai savoir-faire sur des produits qui nous sont culturellement ancrés. Donc, faire cette mise en valeur, voilà, les chefs, les produits locaux, de vrais chefs guadeloupéens. Je vous présente mon plat, c'est le crabe en déclinaison. Alors c'est en 3 services. Alors vous avez d'abord un crabe que j'ai fait dans un chromesquis de feuilles de madère. Donc j'ai récupéré la chic-taille que j'ai enroulée avec des condiments créoles, pané à l'anglaise et avec une mayonnaise aux zestes de citron vert. Après, vous allez aller sur un ragoût de légumes pays, donc de la christophine, de patates douces et de la banane jaune. Donc la banane jaune en mousseline, un ragoût de christophine et les chips de patates douces. Vous avez de l'émietté de crabe et un jus de crabe au rhum vieux lié avec le gras de crabe. Et pour finir, vous avez des taglia, c'est tagliatelles ou des pâtes au crabe au piment fort. Sur le concours, c'est sublimer le crabe. Donc effectivement, vous avez des chefs qui vont faire découvrir leurs nouvelles techniques, mettre en place de nouvelles choses devant le jury. Puis nous apprenons également qu'on mettra en valeur demain, qui eux aussi ont à sublimer le crabe et leur thème c'est le matiti. C'est beaucoup de joie. Bon, ça se voit peut-être pas, mais je suis pas quelqu'un de très expressif, mais c'est beaucoup de joie parce que c'est beaucoup de sacrifices. Je sors de Saint-François, donc il fallait. J'ai découvert l'existence du concours tard, donc ça a été pas mal de risques, mais beaucoup de joie. Et puis je remercie énormément ma famille qui m'aide énormément. Qui me donne la force justement, mon équipe de cuisine qui est aussi présente avec moi, l'équipe du restaurant aussi. Donc vraiment c'est beaucoup de joie et j'espère qu'il y aura d'autres concours, que je gagne ou pas, mais qu'il y a d'autres concours. C'est important, comme ça on ne stagne pas et ça permet que la cuisine guadeloupéenne, mais la cuisine évolutive, puisse monter encore plus loin. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur notre antenne, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde.